Dans les profondeurs de notre ciel étoilé se trouvent les réponses aux plus grandes énigmes de notre existence. Des réponses que les astronomes s'efforcent de chercher grâce à l'observation astronomique. Son histoire, jeune de 4 siècles, nous conduit aujourd'hui vers la construction des plus grands et puissants télescopes du monde. Ensemble, nous allons partir à la découverte de ces observatoires qui, sous les plus beaux ciels de la planète, améliorent chaque nuit les connaissances de notre univers. Nous poursuivons notre visite des observatoires du monde avec celui qui est sans doute le plus populaire et le plus renommé de tous, l'observatoire du Cerro Paranal au Chili. Si c'est la première fois que vous entendez ce nom, peut-être que le télescope qui s'y trouve vous interpellera plus, puisque c'est à Paranal que se dresse le VLT, VLT pour Very Large Telescope, ou en français le plus grand télescope. Découvrons ensemble ce qui a fait de Paranal l'observatoire astronomique le plus productif au monde. Situé sous l'un des plus beaux ciels de la planète et dans le désert le plus aride au monde, celui de l'Atacama, se trouve l'observatoire du mont Paranal, appartenant à l'organisation européenne ESO et installé depuis 1990 à une altitude de 2635 mètres. Au sommet, on y retrouve les 4 télescopes du VLT ainsi que ses 4 télescopes auxiliaires dont nous parlerons un peu plus tard dans la vidéo, et également 2 télescopes de surveillance VISTA et VST, un groupement de 12 télescopes, NGTS, et plus récemment un groupement de 4 télescopes nommés Speculos pour la détection d'exoplanètes. Au total, ce ne sont pas moins de 26 télescopes qui sont installés à l'heure actuelle à Paranal. On reviendra plus en détail sur chacun d'entre eux en fin de vidéo, mais avant cela, posons-nous quelques repères géographiques de base. L'observatoire Paranal est situé au cœur du désert d'Atacama au Chili en Amérique du Sud, sur une montagne de 2600 mètres d'altitude nommée Cerro Paranal, d'où le nom identique de l'observatoire. Ce sommet reste relativement modeste comparé aux vertigineuses montagnes de la cordillère des Andes. Paranal se trouve à 130 km au sud de la ville d'Antofagasta, capitale de la région 3 du Chili. En astronomie, le désert d'Atacama est un des endroits du monde les plus mentionnés, mais pourquoi ? Parce que les conditions climatiques y sont à la fois extrêmes mais parfaitement adaptées à l'observation du ciel. Des montagnes en grand nombre pour diminuer les effets de la turbulence atmosphérique, des précipitations annuelles inférieures à 1 cm, une humidité moyenne autour de 5 à 10%, 350 nuits claires par an et un flux d'air stable provenant de l'ouest vers l'océan Pacifique. Et plus particulièrement à l'observatoire de Paranal, la vitesse moyenne du vent avoisine les 40 km/h et la température varie entre -10 degrés et 25 degrés. Bien évidemment, on retrouve aussi des facteurs un peu plus dangereux comme l'indice UV solaire extrêmement élevé et des tremblements de terre fréquents allant jusqu'à une intensité de 8,5 sur l'échelle de Richter. Si vous n'avez pas regardé le précédent épisode consacré à l'observatoire de la CIA au Chili, je vous conseille vivement d'y aller jeter un œil puisque j'y explique toute l'histoire de l'ESO, un historique intéressant pour comprendre que les Européens partaient déjà d'une base solide avant de se lancer dans l'observatoire de Paranal. Bref. Après la construction et la mise en route du tout premier observatoire européen de la CIA, les Européens eurent très rapidement l'envie de réitérer un projet similaire mais de plus grande envergure. D'ailleurs, c'est le télescope de nouvelle technologie de la CIA, le NTT, qui a joué le rôle du père du VLT, qui hérite du design et des technologies avancées comme l'optique active et adaptative du NTT. Les premières idées d'un télescope encore plus grand que ceux de la CIA mûrissèrent au début des années 80, et toutes voulaient aboutir à un grand télescope d'au moins 16 mètres de diamètre. Les Européens décidèrent donc d'appeler ce projet avec le nom clair et évocateur de VLT pour Very Large Telescope, le très grand télescope. Plusieurs stratégies se présentaient alors. La première était de construire un unique télescope de 16 mètres de diamètre. Construire une telle surface d'un seul bloc ne sera jamais possible. C'est pourquoi on préférait découper ce miroir en plusieurs segments de taille raisonnable qui, une fois assemblés, présenteraient un diamètre total de 16 mètres. Deuxième stratégie, construire 16 télescopes de 4 mètres de diamètre. Tout ce qu'il y a de plus normal puisqu'il existait déjà des télescopes de 4 mètres auparavant. Enfin, troisième stratégie, construire 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, pouvant être à la fois utilisés individuellement et de manière combinée pour former un télescope au diamètre équivalent de 16 mètres, d'après le principe de la superposition de la lumière incohérente.
Vers le milieu des années 80, les premiers tests sur le terrain débutèrent afin de caractériser avec précision les conditions atmosphériques et météorologiques du futur plus grand télescope du monde. La campagne de site testing continuera jusqu'en 1992, soit 6 ans au total, du jamais vu pour la construction d'un télescope. C'est en décembre 1986 que le directeur général de l'ESO, Lodewijk Volcher, fit la promesse de rendre le projet du VLT une réalité. En effet, un an plus tard, le 8 décembre 1987, les 8 pays membres de l'ESO, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, se mirent d'accord et se lancèrent officiellement dans la construction du VLT, avec comme design retenu celui des 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, pouvant former un télescope de 16 mètres. En 1988, les Européens sont d'ores et déjà convaincus que le choix de l'emplacement du VLT se portera définitivement vers le Cerro Paranal, où les conditions environnementales du désert d'Atacama ont montré ses preuves. Le mont Paranal affiche au compteur 70 nuits claires par an de plus que la Silla, où se trouve le premier observatoire de l'ESO. En termes de seeing, c'est-à-dire la taille angulaire d'une étoile en présence de perturbations atmosphériques, Paranal obtient là aussi un meilleur score, avec 0,66 secondes d'arc contre 0,76 secondes d'arc à la Silla. De plus, le seeing maximal descend en dessous des 0,5 secondes d'arc 16% des nuits en une année. Toujours en 1988, les autorités chiliennes cèdent alors 725 km² autour du Cerro Paranal à l'organisation européenne, avant même que la décision finale de l'emplacement du VLT soit officiellement validée, ce que firent les Européens 2 ans plus tard, en décembre 1990. Dès le mois de septembre 1991, les travaux débutèrent à Paranal. Dans un premier temps, il a fallu commencer par modeler la montagne à la dynamite afin de la rabaisser de 25 mètres, puis creuser les fondations, y installer les dômes, puis beaucoup plus tard les 4 télescopes de 8,2 mètres. La construction n'a pas été la partie la plus simple pour les astronomes, les ingénieurs et les ouvriers, notamment dû à un manque d'effectifs. Le chantier prit rapidement du retard et le coût global de l'observatoire dépassa les estimations, atteignant les 573 millions de Deutschmarks, soit environ 293 millions d'euros. Les 4 télescopes du VLT n'ont pas été mis en service simultanément. Le premier fut terminé et opérationnel le 25 mai 1998. Le deuxième, le 1er mars 1999, et juste après a eu lieu l'inauguration officielle de l'observatoire de Paranal, le 5 mars 1999, une date historique dans l'histoire de l'astronomie. C'est à l'occasion de cet événement qu'on donna des noms aux 4 télescopes de ce Very Large Telescope. D'ailleurs, passons sans plus attendre à la présentation des télescopes et autres instruments du Cerro Paranal. Alors comme on le disait juste avant, les 4 télescopes ont successivement été mis sur pied. En 1998 pour UT1, en 1996 pour UT2 et en 2000 pour UT3 et UT4. UT signifie Unit Telescope, autrement dit télescope élémentaire. Pour faciliter leur appellation, chacun de ces télescopes est muni d'un nom issu de la culture mapuche, un peuple ethnique originaire du Chili et de l'Argentine. En tout pour UT1, Queuyen pour UT2, Melipal UT3 et Yepun UT4. Ces 4 télescopes sont des monstres de 8,2 mètres de diamètre et d'une épaisseur surprenante de 17,5 cm seulement, mais affichant tout de même 25 tonnes sur la balance. Chacun de ces miroirs en aluminium est fabriqué à partir d'un bloc de verre en vitrocéramique appelé zéro dur, un matériau qui a la particularité de présenter un coefficient de dilatation thermique nul. Les 4 télescopes sont conçus pour observer le ciel dans le domaine des ondes visibles et infrarouges. Si vous désirez aller visiter l'observatoire de Paranal, lors d'un séjour au Chili par exemple, sachez que c'est tout à fait possible, tout comme son grand frère l'observatoire de la Silla. Donc pour cela, vous allez aller sur le site de l'ESO et vous allez réserver des créneaux tout en prenant connaissance des consignes de sécurité, etc. Voilà, donc je vous mets le lien officiel dans la description de cette vidéo. La force du VLT, c'est justement de posséder 4 télescopes de plus de 8 mètres reproduits à l'identique et situés au même endroit. Ce n'est pas fait par hasard, et comme nous l'avons évoqué lors de l'histoire de sa conception, le VLT est destiné à utiliser ces 4 télescopes pour n'en former qu'un seul. C'est ce que l'on peut faire avec l'interférométrie. En résumé, si l'on considère que en tout, Queuyen, Melipal et Yepun observent tous une même étoile, il est possible de récupérer la lumière collectée par les 4 télescopes et de la superposer parfaitement
sans aucune avance ou sans aucun retard, à l'aide d'un trajet optique complexe pour ne former qu'une seule image. En fait, cette image est une figure d'interférence provoquée par 4 ondes d'une même étoile. Sans trop rentrer dans la physique ondulatoire, cette figure ne forme pas une image à proprement parler, comme on pourrait l'imaginer. La figure obtenue présente des franges, et pour retrouver l'image associée, il est nécessaire de la reconstruire en faisant des approximations mathématiques. L'utilité de combiner ces 4 faisceaux n'a pas pour but de complexifier une image d'une étoile, non, loin de là. C'est en utilisant l'interférométrie que l'on peut améliorer de manière significative la résolution spatiale des télescopes actuels, c'est-à-dire en améliorant les plus petits détails que l'on peut voir dans le ciel, la surface d'une étoile, une exoplanète, et certainement bien d'autres choses dans les prochaines années. Pour faire simple, une interférométrie entre plusieurs télescopes individuels permet de simuler un télescope virtuel, d'un diamètre égal à la distance entre les 2 télescopes les plus éloignés. Les 4 télescopes du VLT étant à jamais fixés au sol, la plus grande distance sera toujours celle entre l'UT1 et l'UT4, c'est-à-dire 130 mètres. Alors, une subtilité importante à faire remarquer est que la lumière collectée en interférométrie n'est pas celle d'un télescope virtuel de 130 mètres, mais c'est la résolution qui, elle, est 25 fois meilleure qu'un seul des VLT. Lorsque le VLT est utilisé en mode interférométrique, on l'appelle le VLTI. Les astronomes avaient déjà songé en 1992 à ajouter d'autres télescopes auxiliaires permettant d'augmenter la résolution du VLTI. Depuis 2006, 4 télescopes auxiliaires de 1,8 m de diamètre montés sur des rails peuvent permettre d'atteindre une distance maximale de 200 mètres. Actuellement, le VLTI, avec le nouvel instrument Matisse, conçu par l'Observatoire de la Côte d'Azur, est doté d'une résolution spatiale maximale pouvant atteindre les 5 millisecondes d'arc, c'est-à-dire capable d'observer une pièce de 1 euro à une distance de 955 km. Le VLTI sert à observer des corps célestes très lumineux mais de petite dimension, comme des disques protoplanétaires, des astéroïdes de notre système solaire ou des jeunes étoiles. Vous souvenez-vous qu'à l'origine même de sa conception, le VLT avait été pensé pour combiner la lumière de ces 4 télescopes pour ne former qu'un télescope équivalent à 16 mètres de diamètre ? Eh bien, l'interférométrie est une technique élégante et puissante permettant au VLT d'atteindre des résolutions spatiales extraordinaires dignes d'un télescope de 200 mètres de diamètre. Mais elle ne permet pas de récolter autant de lumière qu'un télescope de 200 mètres de diamètre. Le mode combiné du VLT a pour objectif de combiner donc les 4 faisceaux de lumière des 4 télescopes pour collecter 4 fois plus de lumière et ainsi collecter autant de lumière qu'un télescope de 16 mètres. Figurez-vous que ce mode a fonctionné pour la première fois en février 2018, soit 20 ans après sa construction. C'est ce que fait l'instrument italien Espresso, qui est donc différent de l'interféromètre VLTI. Sur chacun des 4 télescopes individuels du VLT, il y a 12 emplacements pour y installer des instruments. Alors je ne vais pas tous les présenter parce que ce seraient des vidéos à part entière. Bien sûr, il y a des instruments qui mériteraient quand même d'être mentionnés, comme NAOS, UVES, SPHERE, MUSE, qui ont permis de faire des découvertes parmi les plus importantes de l'astronomie moderne, et d'ailleurs, je vous invite à vous mettre en orbite autour de cette vidéo portant sur le sujet. Bref, les instruments du VLT sont nombreux, ils sont tous des technologies d'optique de pointe basées en grande partie sur de l'optique adaptative, qui permet de donner aux télescopes terrestres des caractéristiques similaires aux télescopes spatiaux. Là aussi, pour alléger cette vidéo, je vous invite à visionner ma dernière vidéo sur l'optique adaptative. Allez, on reste à Paranal, mais on quitte le VLT pour rendre visite aux autres télescopes, certes plus modestes, mais tout aussi respectables. À quelques dizaines de mètres du VLT se trouve le VST, pour Very Large Survey Telescope, autrement dit un télescope synoptique de 2,3 mètres de diamètre, dont le but est de sonder le ciel étoilé dans son ensemble dans le domaine du proche infrarouge. À la base suggérée par l'Italie en 1998, le VST aurait dû être opérationnel dès 2001, mais après de nombreux problèmes techniques et retards de fabrication, le VST montra ses premières lumières en juin 2011. Ce télescope est un imageur à large champ de vue, équipé de 32 capteurs CCD totalisant une résolution de 256 mégapixels. Ses performances sont assez étonnantes étant donné sa petite taille, puisqu'il est capable de détecter des objets du ciel profond d'une luminosité extrêmement faible, de magnitude 25.5, en seulement 30 minutes de temps d'exposition, et ce, avec une résolution de 0,7 secondes d'arc. À l'image de son petit frère le VST, VISTA est lui aussi un télescope synoptique de sondage du ciel.
Il affiche cependant 4,1 mètres de diamètre et est éloigné de 1500 mètres environ des autres télescopes du VLT. VISTA signifie Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, ou alors télescope pour l'astronomie visible et infrarouge, tout simplement. Il a été proposé par le Royaume-Uni avant même que cette nation ne rejoigne l'ESO en 2002. VISTA commença ses premières observations en décembre 2009. Le NGTS pour Next Generation Transit Survey, ou recherche de transit de prochaine génération, est le premier observatoire de Paranal qui n'est pas opéré par l'ESO. Il est le fruit d'une collaboration suisse, britannique et allemande visant à détecter de nouvelles planètes extrasolaires passant devant leur étoile par le phénomène de transit. Le NGTS est une structure entièrement robotisée composée de 12 télescopes de 20 cm de diamètre. Il fonctionne à plein régime depuis 2016. Le plus récent de tous, c'est bel et bien Speculos, un ensemble de 4 télescopes robotisés, Richter-Chrétien, de 1 mètre de diamètre, dont les premiers tests scientifiques ont été effectués récemment en décembre 2018. Speculos partira à la recherche des exoplanètes orbitant des étoiles froides et peu lumineuses en utilisant la méthode de détection par transit. Lorsqu'un petit objet passe devant une étoile, la courbe de luminosité de cette étoile présente un minimum lors de ce passage. Cela permet de déterminer un grand nombre de paramètres sur les planètes extrasolaires. D'autres projets de télescopes non des moindres sont actuellement en cours de développement. Le premier est le tant attendu télescope ELT. Bien qu'il sera situé sur le Cerro Armazones, à 22 km du VLT, il fera partie intégrante de l'observatoire de Paranal. Je n'en parle pas ici puisque proportionnellement à son énorme diamètre de 39 mètres, il mérite une énorme vidéo à lui seul, avant 2025, c'est promis. Deuxième projet, le CTA, pour Cherenkov Telescope Array, un réseau de 99 télescopes dédiés à l'univers hautement énergétique émettant du rayonnement gamma, comme les supernovae ou les trous noirs. Les rayons gamma sont en principe filtrés par notre atmosphère, mais les conditions exceptionnelles du désert d'Atacama à Paranal permettent de les détecter plus que dans n'importe quel autre endroit de la Terre. Rassurez-vous, les miroirs des télescopes ne seront pas laissés à l'air libre, comme on pourrait le croire sur les images, mais seront protégés par une couche de quartz. Le CTA est un projet qui vient d'être officiellement accepté par l'ESO le 9 mars 2019, donc on a encore du temps devant nous avant d'en reparler sur la chaîne. L'observatoire de Paranal est et restera un atout majeur pour la communauté astronomique mondiale. Abritant des télescopes relativement jeunes et évolutifs, pouvant bénéficier des dernières avancées technologiques, Paranal n'est qu'au début de sa gloire et vise à garder son statut opérationnel pendant une trentaine d'années. Paranal est un observatoire absolument fascinant qui n'a pas dit son dernier mot, alors même que le télescope extrêmement grand de l'ESO se concrétise. J'espère en tout cas que cette visite virtuelle de Paranal vous a émerveillé et que vous avez appris quelques poussières d'infos. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas rater le prochain itinéraire d'astronome, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que la prochaine destination nous fera rester au Chili et nous emmènera à la rencontre d'un télescope pas comme les autres, enfin de dizaines de télescopes pas comme les autres, puisque ce sont des antennes radio destinées à capter les régions les plus froides de notre univers. D'ici là, gardez toujours les yeux levés vers le ciel et suivez l'itinéraire des astronomes. Salut!